C'est à propos des Juifs de France qu'à la fin du XIXe siècle, Ahad, qui était l'un des pères du sionisme russe, parlait d'un esclavage dans la liberté, qui empêchait les Juifs d'exister en tant que tels sur le plan politique, c'est-à-dire qui les obligeait, lorsqu'ils prenaient la parole en public, à toujours préciser que ce n'était pas en tant que Juifs qu'ils parlaient, mais en tant qu'êtres humains. Comme si pour exister politiquement, les Juifs devaient toujours s'absenter d'eux-mêmes, sans compter ceux qui, dans les moments de tourmente, comme celui-ci, ébranlés par la haine anti-juive, se réfugient dans la haine de soi, en épousant l'accusation du persécuteur et en espérant, par là même, échapper à la persécution. Donc le sionisme a été, ou plutôt le sionisme a entendu rompre avec cette condition dominée, et ça a été une révolution mentale, qui est née à la fois en Europe orientale et en même temps dans la communauté séfarade de Palestine à la fin du XIXe siècle, et qui a concerné également l'Occident, en dépit de l'émancipation initiée par la France de 1791. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du XIXe siècle, l'émancipation apparaît illusoire aux yeux de certains. En quoi ? Elle n'a pas empêché l'antijudaïsme de persister, devenu l'antisémitisme. Je rappelle que le mot date de 1879 et que le mot sionisme date de 1890, 11 ans plus tard. Et cet antijudaïsme est passé de l'âge de la foi à l'âge de la nation, puis de l'âge de la nation à l'âge de la race. Et il a généré en France l'affaire Dreyfus, mais plus grave, il a généré en Allemagne, à la fin du 19e, avant la guerre de 14, un antisémitisme exterminateur. C'est-à-dire que l'émancipation qui était présentée comme la solution était devenue le problème. Presque 2 siècles plus tard, 1 siècle et demi plus tard, le vendredi 12 octobre 2023, 6 jours après le massacre, l'autorité palestinienne a ordonné à tous les imams de Cisjordanie de prendre pour thème de prière le hadith du rocher, qui commence ainsi « Ô musulmans, il y a un juif caché derrière moi, viens et tue-le ». Fin de citation. C'est dire combien dans cette partie du monde, l'émancipation du juif paraît très difficile à accepter et combien l'existence de l'État d'Israël figure toujours dans cet espace mental comme un impensable. Or, c'est dans ce cadre, c'est-à-dire le cadre d'une constante minoration, que la condition juive a baigné en Occident. C'est dans le cadre de la Dhimma qu'elle a baigné dans le monde arabo-musulman, qu'elle a été marquée par un climat d'insécurité ponctué d'humiliation. Et c'est de ces impasses-là qu'est né le sionisme et qu'il a envisagé la création à la fin du 19e, début 20e, disons. D'autres disent la renaissance d'un État juif au cœur de l'Empire ottoman. Et c'est aussi dans ce cadre que l'État d'Israël n'est pas seulement pour cet espace mental un État de dhimmi, mais c'est un État créé par les dhimmis des dhimmis. C'est-à-dire qu'il est perçu comme une abomination absolue, donc foncièrement illégitime. Et là, on comprend mieux les déclarations de 2 Françaises, l'une d'origine algérienne, l'autre d'origine syrienne. La seconde, Rima Hassan, déclare que l'État d'Israël est une monstruosité sans nom, et la première, Ouria Boutelja, écrivait il y a 4 ans qu'on ne peut pas être israélien innocemment. Alors on comprend mieux à partir de cet état mental, de cette structure psychique, pourquoi le Hamas n'envisage aucun compromis et ne distingue absolument pas entre les civils et les militaires. On comprend mieux à partir de ce moment-là pourquoi la question n'est pas la colonisation de la Judée-Samarie, ou Cisjordanie si vous préférez, mais celle de l'État d'Israël qui est depuis 1948 perçue tout entier comme une colonie. La souveraineté de l'État d'Israël, écrivait récemment l'islamologue israélien Meir Baracher, où des musulmans sont pour la première fois dans l'histoire de l'islam sous domination juive, constitue une anomalie intolérable. Fin de citation. C'est pourquoi la lutte pour effacer cet État est une cause sacrée. Et c'est pourquoi les massacres du 7 octobre ont été acclamés dans l'ensemble du monde musulman, à de rares exceptions près, et par une partie des communautés immigrées en Occident. Pourquoi ? Parce que ces massacres ont effacé l'opprobre en montrant aux dhimmis ce qui les attend lorsqu'ils se rebellent. Mais hélas, ces structures mentales qui relèvent de l'anthropologie échappent totalement à la plus grande partie de la classe politique occidentale et malheureusement à une grande partie de la classe politique israélienne encore. Or, c'est cette illégitimité foncière de l'État d'Israël qui explique que le programme islamiste à son endroit est de nature génocidaire. Il s'agit en clair de le faire disparaître. Et c'est ce qui explique aussi la signification de la sauvagerie déchaînée le 7 octobre, parce qu'il s'agissait de faire disparaître les Juifs de la surface de la terre. Pourquoi ?
pour crime de naissance. Et le crime de naissance, c'est l'une des définitions du génocide. Je rappelle que la formule était d'André Frossard à la veille du procès Barbie. Il y a plus de 35 ans de cela. C'est donc à partir d'ici qu'on comprend mieux les accusations réitérées de génocide portées contre l'État d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'elles sont la suite logique d'actions et de déclarations anti-israéliennes qui, presque toutes, dévoilent des intentions génocidaires. Si les Israéliens sont coupables de commettre un génocide contre les Palestiniens, alors ils s'excluent d'eux-mêmes de l'humanité commune. Et la légitimité de leur État s'effondre parce que pour l'opinion commune, cette légitimité est assise sur la Shoah. Ce qui est une non-sens historique, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et donc, dès lors que les enfants des victimes de la Shoah commettent à leur tour un génocide, alors la pérennité de l'État d'Israël est érodée et le génocide qu'on lui impute va ruiner sa raison d'être. C'est comme ça que, par effet d'accoutumance, on prépare les esprits à la disparition de cette anomalie au cœur du Proche-Orient, de cette entité maléfique, de cette tumeur cancéreuse qu'il faut éradiquer. Et c'est comme ça qu'un génocide imaginaire et fantasmé prépare le chemin, pave le chemin d'un génocide bien réel, celui-là. Mais il y a plus encore. Il y a que si cette accusation de génocide qui a éclaté dès le 8 octobre, Eva l'a dit tout à l'heure, est reçue et entendue avec autant de gourmandise, j'insiste sur ce mot, c'est parce qu'elle est intensément attendue, parce qu'elle est désirée, parce qu'elle est espérée. Pourquoi ? Parce qu'elle redonne toute sa légitimité à une haine que l'on pouvait difficilement exprimer après 1945. Et c'est pourquoi l'accusation de génocide n'a rien de nouveau. Elle est consubstantielle à l'État d'Israël lui-même. Elle est même antérieure à l'État d'Israël. Je m'explique. En 1947, au mois de mai, aux Nations Unies, le délégué de la Syrie indépendante accusait les Juifs de Palestine, donc la Haganah, l'ancêtre de Tsahal, d'exterminer les Arabes. Cette accusation rebondit en 1948 sous la plume du fasciste français Maurice Bardèche, qui parle du génocide des Israéliens contre les Arabes dans la guerre de 1948. Et c'est ce même schéma mental qui rejoue ici aujourd'hui, exactement au sens où en géologie on parle du rejet d'une faille. Ça rejoue. C'est-à-dire que l'État d'Israël décrété génocidaire a pris le relais du peuple déicide et paria d'autrefois. À l'accusation de déicide qui correspond aux sociétés religieuses profondément imprégnées par la foi, correspond dans les sociétés sécularisées l'accusation de génocide. C'est-à-dire qu'aux Juifs empoisonneurs des puits, voleurs du sang des enfants, chrétiens et pourvoyeurs de la peste noire au Moyen-Âge, a succédé aujourd'hui le génocidaire affameur d'une humanité souffrante. Mais à plusieurs siècles de distance, vous avez un même dessein qui est l'exclusion. Hier, il fallait l'exclure d'espèces humaines. Aujourd'hui, il faut l'exclure du registre des nations. C'est là l'une des généalogies de l'antisionisme actuel qui est un cas d'école d'une inversion de la réalité. Et d'une inversion victimaire où c'est ça qui est très frappant depuis 1945, l'antisémitisme n'est pas prôné au nom du racisme, mais au nom de l'antiracisme. Les méthodes fascistes sont déguisées en antifascisme et les appels au meurtre sont lancés au nom du bien. Et cette petite musique qui s'insinue à bas bruit depuis déjà plusieurs décennies, pas depuis seulement le 7 octobre, elle commence par l'accusation de génocide, elle se poursuit par l'effacement de l'État d'Israël dans les mots et sur les cartes, elle murmure que 1948 a été une erreur de l'histoire, que cet État ne sera qu'une parenthèse dans l'histoire du Proche-Orient. Bref, on prépare les esprits par petites touches, indéfiniment répétées, par un travail de sape, à l'idée d'une destruction annoncée. C'est ici que nous en sommes aujourd'hui, très précisément quelques minutes avant qu'il soit minuit dans le siècle. Merci beaucoup.